Et c'est tout en bleu aujourd'hui dans une émission qui fera voyager à travers un pays ouest africain. Et nous allons revenir ici pour bien plancher sur nos différents sujets du jour. Bonjour et bienvenue. Nous sommes mardi aujourd'hui. Bonjour Alix. Bonjour Angeval et bonjour à vous. C'est un autre jour qui s'ouvre pour nous et nous sommes ravis de le débuter avec vous. Et voilà, le petit-déj nous permet comme ça de saluer la belle communauté togolaise en disant au foin, ça veut dire bonjour. Et bonjour, chef Elvin, au foin. Bonjour, au foin. Togo, le Togo, votre bel amour. Bien sûr, bien sûr. On ne dira pas tout. Mon bel amour. On se comprend. Bonjour, chef. Bonjour, Alix. Alors, vous nous emmenez des victuailles ce matin. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ici, nous avons la bouillie de Kassa qui nous vient du Togo, comme il vient de le signifier. Cette bouillie est accompagnée d'arachide torréfié. Voilà. Et sa spécificité, elle n'est pas du tout sucrée. D'accord. Voilà. On n'y ajoute pas On n'y ajoute pas de sucre. Maintenant, pour les enfants, pour les nourrices, on peut en rajouter juste un peu. Voilà, parce que c'est ce petit goût aigre qui est à l'arrière de la bouillie qui donne son charme. C'est acidulé. Voilà, légèrement acidulé. Bon, on a des galettes, mais on va rester un peu sur la bouillie et savoir le procédé de préparation. Le procédé, aujourd'hui, il n'est pas tout simple. Hein? Ah oui? D'accord, mais bon, on prend le pari, je suis sûre que nos téléspectateurs... Il faut au moins 5 jours. Waouh! 5 jours. D'abord, il faudra prendre du maïs blanc qu'on va tremper 24 heures, 48 heures même souvent, en fonction de la sécheresse du maïs. D'accord. Donc, après ce premier procédé, on passe au moulin et ensuite, on ramène notre pâte de maïs dans un récipient très propre et on y ajoute de l'eau. On réserve dans un endroit pendant 3 à 4 jours, mais tout en changeant l'eau qui est dans la poudre de maïs. Il n'y a pas une quantité d'eau bien indiquée? Non, en fonction de la quantité de maïs qu'on utilise, en fonction de cela, l'eau doit légèrement dépasser la quantité de maïs. Voilà. Et il faut être vraiment en immersion. Voilà. Et là, c'est juste après cette fermentation qu'on trouve ça. Voilà, qu'on obtient ça. Et quand on a fini de faire la fermentation sur 3 jours, on retire un peu d'eau, mais on laisse légèrement de l'eau encore dans la pâte. Voilà, puisque c'est cette eau-là qui va aciduler notre bouillie. Très bien. Voilà. Et là encore, il y a une 3e étape. Nous allons délayer d'abord la pâte dans de l'eau et mettre, réserver d'abord, mettre de l'eau au feu et puis ensuite rajouter petit à petit, pour ne pas que ça fasse des grumeaux, dans l'eau qui est très bouillante. C'est un procédé de patience. Hein. Voilà, très patience. Franchement, prendre des jours pour pouvoir bien manger. Oui, justement. Je crois que le goût en vaut la chandelle. Oui, franchement. Et puis nos arachides, voilà, ça donne un peu du croquant à la bouche, voilà, tout ça. Même par contre, les galettes, elles sont très sucrées. Elles sont très sucrées parce que la bouillie ne l'est pas. Donc, on vient un peu équilibrer un peu en matière de sucre. Oui, il faut faire comprendre aux gens, aux personnes qui nous regardent, que pas besoin de mettre pas besoin de mettre du sucre dans la bouillie de Kassa. Voilà. Pas trop en faire. Voilà. Hello la team de Matin Bonheur. Alors, merci déjà pour le privilège que vous me donnez de vous résumer en quelques minutes mon quotidien. Pour nous qui n'avons pas les mêmes heures de poste par semaine, c'est toujours de nouveaux programmes. Voilà. Généralement, quand nous montons à 6 heures, le matin au réveil, la première des choses, c'est la prière. Confier notre journée à Dieu. Ensuite, nous rangeons le sac de l'enfant avant de s'apprêter pour aller au boulot. À la descente, le soir à 17 h, on fait un tour en salle, rentrer à la maison, s'occuper un peu des enfants, vérifier le sac, ce qui a été fait à l'école. Essayer de s'occuper de l'enfant, échanger avec lui sur sa journée, voilà, aller se reposer, entamer une autre nuit, préparer le jour suivant. Voilà, c'est un peu ça. Quand nous montons à 14 h, c'est un peu le réveil, le matin, la prière encore. Là, il faut faire le sac de l'enfant. Rituel matinal, voilà, avec nos appels WhatsApp.
Bonjour, M. Barthélemy Biekona. Bonjour Alice, bonjour Angeval. Bienvenue. Merci. Alors, on va essayer de décortiquer ce sujet pour nos téléspectateurs et leur apprendre ce que c'est qu'un outil collaboratif. Déjà, dites-nous qu'est-ce que c'est qu'un outil collaboratif avant de poursuivre. Merci Angeval. Donc, la semaine dernière, on parlait des impacts de la Covid sur la digitalisation. Oui. D'un gros impact, en fait, ça a été la mise en télétravail on va dire, des personnels des entreprises. Mais les activités n'ont pas pour autant cessé. Donc, ce qui a permis justement à ces entreprises-là de continuer leur activité, c'est donc des outils collaboratifs. Donc les outils collaboratifs sont on va dire, des technologies, des outils numériques voilà, qui permettent à plusieurs personnes, à Angeval, à Barthélemy, à Alice, sur des différents sites, des sites différents, de pouvoir communiquer, travailler autour des projets. Donc c'est des outils qui permettent de façon basique d'envoyer des mails, de s'appeler en visio, de créer un projet et voilà, apporter, comment dire ça, chacun apporter sa contribution sur une même plateforme. Vous avez comme exemple d'outils collaboratifs, vous avez Microsoft Teams, vous avez Cisco Webex, vous avez Google Meet, vous avez Zoom, voilà, donc les deux on va dire plus grands outils collaboratifs que sont Microsoft Teams et Zoom. On a peut-être l'occasion de les voir beaucoup plus en détail. Les plus utilisés aussi? C'est les plus utilisés. Le plus utilisé, c'est Zoom. Voilà, Zoom qui a enregistré pas moins de 350% d'utilisateurs en moins de quelques mois en avril dernier. Bien après le Microsoft Teams et juste à côté de Google Meet. Alors, la pertinence de leur utilisation n'est plus à prouver, hein, parce que ça rentre dans le cadre de la résilience que tout le monde a dû observer. Aujourd'hui, on essaiera peut-être de savoir leur fonctionnalité, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très au fait de cela. Exactement. Donc, comme premier cas d'utilisation, c'est Microsoft Teams. D'abord, comment l'avoir? C'est un outil, c'est vrai, c'est des entreprises qui ont des offres d'entrée de gamme, on va dire, gratuites, qui donnent accès à l'utilisateur aux fonctionnalités basiques, notamment d'organiser une réunion. Mais la plupart de ces offres-là sont payantes. En tout cas, l'offre complète est assez efficace, elle est payante. Donc, une dichotomie entre gratuité et après accès payant. Comment ça La semaine dernière, justement, on parlait de comment les entreprises doivent se réinventer avec le digital. Donc, c'est un modèle économique qu'on appelle le freemium. Le freemium permet donc aux entreprises déjà de vous attirer avec l'aspect gratuit. Et quand vous êtes, on va dire, vous avez l'appétence de cet outil-là, elle vous met la formule complète qui, elle est payante à l'abonnement. Donc déjà, pour pouvoir utiliser Microsoft Teams, il faut avoir un abonnement. Ça marche à peu près comme les abonnements de télé. Donc vous avez l'abonnement. C'est un appât. Exactement. Donc il vous attire avec le modèle gratuit. Et ensuite, vous payez la formule complète. Donc quand vous l'avez installé sur votre machine, il faut simplement le lancer, générer, si peut-être on peut avoir la slide. Il vous permet déjà de chatter, donc d'envoyer, on va supposer que Alice, Angeval et moi, nous travaillons sur des projets. On pourra définir, par exemple, dire que chaque semaine, on va se faire une réunion. Donc on définit de façon incrémentée une réunion dans l'outil. On va peut-être se dire également qu'il faut avoir un fichier Word où on va noter toutes nos idées. Parce que l'une des forces des outils collaboratifs, c'est de permettre à l'intelligence collective de pouvoir s'exprimer. Donc, plutôt que d'aller récupérer on va dire un logiciel Word à part, il y a un logiciel Word qui est intégré déjà dans l'outil qui permet de... Après, on se dit peut-être que le projet que nous sommes en train de traiter aura besoin d'un budget. On intègre un tableur, donc un fichier Excel qui est aussi intégré dans le logiciel, donc dans la plateforme. Ensuite, on va se dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on intègre une autre compétence? Donc, on a créé la réunion. On a la possibilité de faire venir d'autres personnes qui ne sont peut-être pas à la aide et qui sont des prestataires. Donc, on peut les intégrer en envoyant juste un code, le code de la réunion, et ils intègrent. Voilà, bon, c'est difficile d'expliquer, enfin de commenter sans vraiment l'image, mais c'est comme ça marche pour Google. On va certainement avoir le soutien de la réalisation pour les différents slides. On l'a en fond. Oui, on l'a en fond, oui. Là, vous avez un cas d'une réunion. À partir d'une visio. Donc là, la personne qui
qui fait la réunion peut partager son écran. Donc, si je suis en train de... Alice, peut-être chez elle, Ange va également chez lui. Bon, je peux partager mon écran pour leur montrer, voici ce que je suis en train de faire, voilà le projet. Alice pourra également apporter des additifs en saisissant donc, directement dans l'outil, de sorte que voilà, nous n'ayons pas à nous envoyer des milliers de mails pour travailler sur un document. Nous, tous sur le même document, nous travaillons et il y a l'historique des différentes modifications qui sont affichées. De sorte que même peut-être 2 mois plus tard, s'il y a une nouvelle ressource qu'on a recrutée qui doit venir travailler sur ça, elle a l'historique des différentes modifications des documents, elle a l'historique de toutes nos conversations qu'on a eues par rapport à ce projet-là. Alors c'est une formule qui marche aujourd'hui? J'ai envie de dire, c'est la norme de travail aujourd'hui dans les entreprises qui fonctionnent en mode projet. La plupart des entreprises fonctionnent en mode projet. Donc, vous ne pouvez pas à chaque fois vous mettre dans des salles de réunion, ça devient coûteux. Déjà, si on doit se déplacer, aller dans une grosse salle de réunion, il faut louer la salle de réunion quand on n'a pas de salle de réunion. Ça fait des pertes de temps, il faut se déplacer peut-être de RTI à un autre site pour faire des réunions. Mais rien qu'avec l'outil, chacun reste sur sa position donc, dans son espace de travail. Et nous avons la possibilité de se parler, de travailler comme si on était, j'ai envie de dire, dans la même salle. L'un des gros avantages avec justement l'outil collaboratif, c'est que, imaginons qu'on fasse une réunion physique, lorsque nous avions commencé à parler et qu'on en finit, on a peut-être oublié ce qu'on s'est dit au début. Ou alors, bon, il y a certaines choses qui nous ont échappé, ou alors s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu assister à la réunion. C'est vrai qu'on fait un CR de réunion, mais bon, parfois il y a des choses qu'on a... la substance avec intégrale. L'outil collaboratif, vous avez la possibilité d'enregistrer justement cette réunion-là, de sorte que si une personne n'a pas assisté à la réunion, elle peut se revisionner le replay de la vidéo, enfin de la réunion, et avoir toutes les informations qui ont été partagées au cours de cette réunion. Et c'est le même procédé pour Microsoft Teams, où il y a des subtilités, il y a des différences? Alors, c'est comme je disais, c'est comme des moyens de transport. Voilà. Vous avez globalement les fonctionnalités basiques sont assez similaires, mais il y a quelques petites différences en fait. Qui se situent où? Alors, quand vous prenez déjà Zoom et puis Microsoft Teams, Zoom, par excellence, est l'outil de visioconférence. Donc, vous avez une qualité vidéo et audio HD impeccable. Microsoft Teams, c'est l'outil de collaboration. Voilà, donc vous avez tout ce qui est transfert de fichiers, tout ce qui est messagerie instantanée. Donc, pendant que nous sommes en réunion, je peux écrire un message privé à Alice sans que Ange ne soit informé. Okay. Donc, c'est beaucoup plus dans la gestion des projets qu'on a Microsoft Teams. Et dans les appels, donc tout ce qui appelle visio, c'est Zoom. Justement, c'est ce qui a fait sa force pendant le confinement en Europe, parce que la plupart des personnes étaient en confinement, donc on voulait être en contact avec les parents. Donc, les personnes, WhatsApp était limité parce qu'au-delà d'un certain nombre de personnes ne pouvaient pas faire un appel vidéo. Zoom permettait aux gens de faire les appels vidéo, les familles, à des nombres jusqu'à 100 personnes, justement. 100, vous pouvez faire 100 personnes. Et ça, c'est la formule... de Microsoft Teams. Non, ça, on parle de Zoom. De Zoom d'abord. On parle de Zoom. Microsoft Teams pouvait aller jusqu'à 10 000. Waouh! Oui, la formule payante, encore une fois. Comme je dis... C'est un pays, hein? Exactement. Vous imaginez, on ne peut pas être 10 000 dans une salle de réunion, on ne va pas s'entendre, ça sera de la cacophonie. Mais c'est possible, grâce à Microsoft Teams, grâce aux outils comme Zoom également, de faire des réunions à une large échelle. Il y a aujourd'hui, avec le coronavirus également, il y a eu beaucoup de salles de spectacle, les artistes itinérants. En tout cas, le monde culturel a été impacté négativement. L'une des solutions proposées par Zoom, ça a été de permettre aux artistes, permettre aux coachs sportifs de pouvoir monétiser leurs événements en direct. Et tout en vous rappelant que nous avons 5 symboles, l'emblème national, l'hymne national, la devise de la République, les armoiries de la République et le portrait du président de la République. Madame Georgette Kouassi, on rappelle, directrice du civisme et de la citoyenneté, les armoiries et l'hymne national aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, madame Alice. Allons-y avec... tout à fait. On va commencer avec les définitions d'usage pour notre sujet. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une armoirie?
Les armoiries. Les armoiries au féminin pluriel. Au pluriel, en fait. Oui. Ce sont les armoiries de la République. Nos armoiries de la République, en fait, c'est des emblèmes qui permettent en fait, de distinguer une collectivité, une famille relativement. D'accord. Très bien. On va décortiquer le sujet, hein, parce que, comme Thierry vient de le dire, oui. on en a beaucoup, 5. Oui, on en a 5. C'est beaucoup. Maintenant, oui. Leur connaissance, c'est là, toute la question et toute la démarche de notre sujet du jour. On poursuit. Très bien. En fait, les armoiries de la République de la Côte d'Ivoire ont été, qu'on appelle ça, ont été créées par décret. Le décret de 1960, du 8 février 1960. Mais c'est le décret de 64, du 26 juin 1964, qui précise en fait la couleur de nos armoiries, la constitution, la composition de nos armoiries. Très souvent, on a des armoiries en orange, blanc et vert. Non, ce ne sont pas les armoiries de la République de la Côte d'Ivoire. Instruisez-nous sur... Voilà. Il y a l'artiste Taïda Ono, plasticien, qui a bien pu nous mettre à disposition cette œuvre-là. La matérialiser. Voilà, qui a véritablement matérialisé les armoiries de la République de la Côte d'Ivoire. Voilà comment se présentent les armoiries de la République de la Côte d'Ivoire. C'est une couleur dorée, on va dire de l'or. Voilà. En fait, d'abord, ce blason, qui sont avec la tête d'éléphant, c'est du vert. L'éléphant argent. Nous avons les 2 palmiers en or avec le listel en or. Dans le listel, il est écrit « République de Côte d'Ivoire ». Parce que très souvent, on pense que c'est Union Discipline Travail. Non, ce n'est pas Union Discipline Travail. En fait, c'est toute une histoire, nos armoiries, avec le 9... soleil, voilà, le 9 rayons du soleil, pour parler d'une Côte d'Ivoire naissante. Okay. Je peux donner en même temps la symbolique du 9. La symbolique du 9. La symbolique du 9, mais aussi la symbolique, en fait, c'est 2 emblèmes qui se présentent là. C'est un clin d'œil surtout au dialogue politique actuel, où participent en fait tous les partis de l'opposition. On a fait un grand bond dans le temps. Oui, oui, en fait, c'est dire que tous nos symboles ont une signification, ont des valeurs. Et qui oriente et qui dirige, qui nous accompagne toutes ces années. Et donc, pour l'histoire, c'est d'abord l'emblème du PDCI-RDA. Et le PDCI-RDA... C'est le seul parti oui, en fait, le parti leader, mais il y avait un parti en fait, qui était très antagoniste au PDCI-RDA, qui est représenté ici par les palmiers en or. C'est le parti progressiste. Et donc, pour accéder à notre indépendance, ces 2 partis ont décidé en fait, de taire leur clivage politique. D'où l'union. D'où l'union, avec le listel qui est là en dessous, qui réunit en fait, ces 2 emblèmes-là. Et donc, véritablement, c'est un appel à nos différents leaders politiques. Si on suit votre démarche par rapport à cette fusion-là, waouh, on aura une nouvelle matérialisation avec de géantes couleurs. Hein. Non, voilà. Mais en fait, c'est vous dire qu'on est tous appelés... C'est la symbolique en fait, de l'union, du rassemblement, de la solidarité, de la fraternité. Les fiers ivoiriens doivent pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir créer, en fait, consolider cette Côte d'Ivoire naissante-là. Pour qu'elle rayonne toujours. Pour qu'elle rayonne, pour qu'elle soit toujours moderne, en fait, la Côte d'Ivoire à laquelle nous tous nous aspirons. Bien sûr. Alors, c'est tout un symbole, c'est tout un sens que nous avons dans les armoiries de la République de Côte d'Ivoire. Alors, l'importance de ces armoiries et les valeurs que nous devons en ressortir. On va vraiment revenir là-dessus pour que nos téléspectateurs puissent véritablement savoir et connaître les armoiries même de notre... Très bien. Donc, comme présenté, on demande en fait à tout le monde de pouvoir respecter en fait ces codes couleurs-là. Oui. C'est pas décret. Il faut regarder simplement le décret de 64 pour véritablement... voilà. En fait, les armoiries, c'est le cachet de l'État. C'est le cachet, c'est-à-dire la signature même de l'État. Et donc, en principe, toute administration devait pouvoir avoir, tout document administratif devait porter en fait les armoiries de la République de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, ce que nous constatons maintenant, nos différents ministères adoptent des logos, comme si en fait... Ils ont tous des noms. Voilà, comme si en fait chaque ministère voulait se démarquer. Pourtant, chaque ministère, c'est une émanation qu'on appelle ça. C'est une sous-entité. C'est une sous-entité de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, nous représentons l'État de Côte d'Ivoire. Donc, en principe, chaque document administratif doit représenter l'État de Côte d'Ivoire.
Et donc, pour le secrétariat d'État chargé du service civique, les documents administratifs doivent respecter au moins ce minimum-là, c'est-à-dire avoir... Comment vous expliquez cette disparité au niveau du choix, par exemple, des logos, des logos, oui. Des ministères? Ben oui, je parce pense qu'on devrait que se chacun... recentrer sur ce qui fait notre... Bon, peut-être aussi c'est le manque de connaissances et puis bon, chacun veut se démarquer, mais non. Nous sommes une administration, nous appartenons à une entité. Et donc c'est cette administration-là qui devait pouvoir véhiculer cette même entité-là, c'est-à-dire l'État du Côte d'Ivoire, représenter l'État du Côte d'Ivoire. Et donc en tout cas, nous sensibilisons à cela. Et nous proposons aussi de pouvoir même mettre peut-être écrire un test pour pouvoir véritablement instituer en fait en termes de normes l'usage uniquement des armoiries sur les documents officiels, les documents administratifs. Parlons de texte. Est-ce que l'armoirie, ou en tout cas les armoiries, dans leur évolution, sont sujettes à des mutations? Bon, pour certains, dans certains pays, ces armoiries ou même l'ensemble des symboles peut être sujet à des mutations en fonction du contexte. Tout à l'heure, je recherchais, je sais que la devise, par exemple, du Burkina Faso, avant, c'était la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais avec le Burkina Faso, dorénavant, c'est unité. La devise du Burkina Faso, par exemple, c'est unité, progrès et justice. Parce qu'en fait, ils ont compris qu'il fallait donner, en fait... Il faut évoluer aussi. Évoluer aussi. Mais beaucoup de pays ont gardé, en fait, les symboles dont ils se sont dotés dans les années de l'indépendance. Parce qu'en fait, ces symboles-là ont des valeurs, ont un sens. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure par rapport à nos armoiries, ces symboles en fait, ont des valeurs qu'il faut inculquer. En fait, c'est la vision des pères fondateurs qu'il faut respecter. En fait, c'est cette vision-là qui porte les différents États. Et donc, en principe, pour les mutations, ce n'est pas généralisé. En fonction en fait, de l'évolution, voilà, il y a des exceptions par rapport à certains contextes. Et oui, le droit routier, comment définir le droit routier, M. Paul Anoékou? Merci, Angeval. Peut-être avant de me lancer, il va falloir peut-être faire une petite précision, puisque j'ai l'habitude de passer les lundis. D'habitude, je m'adresse aux automobilistes, essayer de développer des comportements pour se conformer au code de la route. Mais aujourd'hui, la thématique telle qu'elle va être abordée, c'est plutôt, quand on parle de droit, on s'adresse à des professionnels. Et en premier lieu, les professionnels du droit. Mais on parle aussi à l'ensemble des professionnels, les employeurs, les assurances. Et votre casquette en est le justificatif. Merci vous êtes beaucoup. expert en droit routier, donc vous êtes vraiment dans vos aises. Merci. Le droit routier va être cette discipline du droit-là qui va étudier, c'est en quelque sorte la science du droit qui va étudier l'application des règles du code de la route, des règles du transport routier. Donc c'est une très vaste branche de droit qui va couvrir à partir du droit pénal, parce que le droit routier, il prend sa source dans le droit pénal, et qui va aussi aller jusqu'à vers le droit du travail. Voilà, donc on va ensemble étudier toutes ces règles-là pour permettre aux usagers de la route de pratiquer les infrastructures routières en toute sécurité. D'accord. Et la pertinence de votre préalable va se remarquer à la seconde question. Quelle différence y a-t-il entre le droit routier, le code de la route et la sécurité routière? Donc, le droit routier, c'est la discipline. Le code de la route va être un instrument de ce droit routier-là. C'est un code, c'est le texte, c'est le corpus, l'ensemble de ces règles-là qui, pour le code de la route, va spécialement régir l'utilisation, la circulation sur la voie publique. Donc, l'accès à la voie publique, l'accès automobile, l'accès piéton à la voie publique. Le droit routier va aussi englober le transport routier, c'est-à-dire comment créer une entreprise de transport, comment organiser le transport des passagers, comment organiser le transport des biens, va faire partie des éléments du droit routier. Et le droit routier même va, comme je le disais tantôt, s'élargir vers le droit du travail, tout ce qui va être sécurité routière au travail. Donc, le code de la route n'est qu'un instrument du droit routier. La sécurité routière va être cette politique d'organisation. Ces mesures, ces services vont être mis en place par les autorités pour faciliter l'application du code de la route, du transport routier, mais surtout pour assurer la sécurité de ceux qui vont utiliser les infrastructures routières. Donc, en matière de sécurité, comme son nom l'indique, c'est des politiques, c'est des mesures pour encourager les usagers de la route à faire preuve de prudence sur la route. Bien sûr. Alors, vous vous adressez aux professionnels, aux experts aussi. Dites-nous, qu'est-ce qui fait la particularité du droit routier par rapport à d'autres disciplines du droit? Oui, le droit routier, apparemment, il a l'air simple. Parce que dans le code de la route, on impose un examen théorique. C'est-à-dire, on suppose que c'est vraiment on est habitué à cette expression, nul est censé ignorer la loi.
En droit routier, c'est particulièrement vrai, puisqu'on ne peut pas prétendre conduire si on n'a pas fait la preuve qu'on maîtrise le code de la route, puisqu'il y a un examen théorique qui est en quelque sorte l'examen de la compétence des usagers de la route en matière de réglementation. Donc, il paraît simple et pourtant, il est très, 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 très vaste. Donc, il a une multitude de textes. Il a une multitude de textes. Dans les pays où on les a codifiés en document unique, on se retrouve avec des documents de 300 voire 400 pages. Chez nous, on a plusieurs législations qui se rejoignent. On a une convention internationale, on a 2 conventions internationales. On a des tests dans l'espace UOMOA qui s'appliquent en Côte d'Ivoire en matière de code de la route. On a des tests dans l'espace CEDEAO, on connaît bien la carte brune CEDEAO, qui s'applique en matière de code routier. Et on va aussi retrouver des tests en droit administratif, en droit du travail, qui vont venir à, je vais dire, grossir, complexifier le droit routier. Voici sa particularité. Il s'étend sur plusieurs branches à la fois et pourtant il a l'air très simple à appliquer. Et ces éclats de textes dans leur déploiement emmènent à plusieurs autres, on va dire, prismes. On va parler maintenant des grands principes, même du droit routier. Quelles sont les règles essentielles, par exemple, du code de la route? Oui, il y a beaucoup de règles à respecter selon les différents chapitres des législations. On va se rendre compte que l'une des premières règles, c'est tout ce qui va toucher à l'apprentissage de la conduite. Donc, on va définir qui apprend à conduire, qui a le droit de conduire, comme on avait vu en début de saison. Le droit de conduire pour dire que le code de la route ne fait pas du permis un privilège, mais une autorisation. Donc, on va réglementer les conditions d'utilisation de la circulation routière, mais en passant par l'obligation d'apprendre à conduire, on va aussi réglementer les caractéristiques du véhicule. Dans le code de la route, on va dire quel type de véhicule peut circuler sur la voie publique. Depuis un bon moment, on est habitué au fait que la limitation de l'âge des véhicules importés, ça fait partie des éléments du code de la route. On va définir les caractéristiques avec l'obligation d'une réception administrative, avec ce qui va suivre comme contrôle technique. On va aussi réglementer même les règles de circulation, la priorité à droite, la priorité à gauche selon qu'on a choisi de la circulation à droite ou à gauche, comme on le voit dans certains pays anglo-saxons. On va réglementer tout ce qui va être signalisation, comment les placer. Parce que quand je dis signalisation, d'abord, ça va être la transposition du code de la route en schéma, mais comment les placer, comment les définir pour qu'on puisse en tirer les conséquences lorsqu'il va y avoir un accident, Okay. On va réglementer plusieurs autres aspects. Donc, on va aussi finir par réglementer les responsabilités. En cas d'accident, qui est responsable, qui paye quoi, qui fait quoi, et ainsi de suite. Alors, la répétition étant pédagogique, on va revenir un peu là-dessus. Qui a le droit de conduire? Qui a le droit de conduire, c'est celui qui aura fait la preuve de sa capacité à maîtriser la réglementation d'abord et à assurer la conduite sécurisée d'un véhicule. Je vais dire, vous prenez un pilote de course mondialement connu, il arrive en Côte d'Ivoire, il n'a pas le permis ivoirien, il ne peut pas conduire. Parce que l'État doit l'autoriser à circuler sa voie publique après avoir fait preuve qu'il comprend sa réglementation qui se conforme. Ne Milton à venir. Hein. Je pense que quand il viendra, il va pouvoir faire la preuve de sa capacité à s'adapter à notre réglementation. Envie de voir. Soit dit en passant. Alors, on va rester sur nos voies et savoir le code de la route. Il a-t-il évolué, franchement, de votre point de vue? Il y a depuis 2016 des élans d'évolution. Il y a des grands principes. Mais à mon avis, on est resté dans une espèce de symphonie inachevée. On a une réforme qui a du mal à prendre. En 2016, on a pris un nouveau décret qui abroge le décret de 1964. Mais la loi qui institue le code de la route est une loi de 1963. Il y a vraiment un gap, il y a un changement de comportement. Qu'est-ce qui explique cela? C'est la législation. Je suppose qu'on part du fait que la loi n'était pas assez étoffée, était très simple, elle était très facile à comprendre, mais que le décret était plus complexe et le décret pouvait facilement évoluer. On a évolué. En 2016, on a institué le permis à points, mais la réforme n'a pas été achevée. On attend encore toujours les tests applicatifs pour le faire. Mais le test a clairement indiqué que dorénavant, les permis établis en Côte d'Ivoire sont des permis à points. Mais on n'est pas encore dans la pratique. On a établi aussi un principe de vidéosurveillance. On a vu qu'on a installé beaucoup de caméras dans la circulation, mais on ne l'a pas encore mise en œuvre. On a installé des réformes intéressantes comme dans le secteur des transports routiers. Aujourd'hui, la loi dit clairement qu'on ne peut exercer l'entreprise de transport qu'en constituant une société, en étant sous forme de SARL, société anonyme, mais on en voit plein d'entreprises individuelles qu'on a. Voilà. Donc, il y a beaucoup de réformes, mais on reste inachevé. Mais depuis 2016, on ne va pas se mentir, je sens que le gouvernement, les autorités essaient de mettre en place des réformes. Il y a une réforme intéressante, c'est la réforme de la formation. Oui. Que tout le monde, là, au moins, on a vu un peu l'application. Il faut attendre 2 semaines pour passer le code, il faut attendre 2 semaines pour faire, voilà, ainsi de suite. Mais la réforme va plus loin, puisqu'on va dorénavant scinder les permis pour qu'on ne puisse pas grouper nos permis. Vous demandez à un automobiliste, vous dites j'ai le permis B, C, D, E, alors que ce n'est pas les mêmes réalités de conduite, ce n'est pas les mêmes réalités des leçons. Je pense qu'il y a des tests en cours
Je pense même que le prix va augmenter aussi. On va voir comment ça s'est passé. Alors, vous parlez de réforme, vous parlez de loi. Comment véritablement garantir le respect du code de la route chez nous? L'application du code de la route va se poser à 2 niveaux. Quand il n'y a pas d'accident, à l'absence d'incident, bon, on va rester dans la logique de la sensibilisation. On va rester dans la logique de l'information. Mais il faut surtout arriver à mettre en place des infrastructures routières, je veux dire, assez opérationnelles. Le code de la route, il s'applique parce qu'il est matérialisé sur la route. Les bandes blanches sont des articles du code de la route qu'on a mis en place. Les lignes continues, les feux. Donc, quand ils ne sont pas opérationnels, on a du mal à appliquer le code de la route dans son efficacité. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne, exactement. Et il faut continuer aussi avec la sensibilisation parce que certains usagers de la route ont la faculté d'apprendre le code de la route et de passer un examen théorique, mais beaucoup, la plupart, les piétons, les cyclistes, ne vont pas à l'auto-école pour apprendre. Et pourtant, c'est des acteurs de la route. Et une connaissance aussi à l'utilisation. Donc, il faut vraiment faire beaucoup de diffusion, de vulgarisation, de simplification. À l'époque, on enseignait la sécurité routière à l'école primaire. Je pense qu'on continue encore. Oui, je me souviens qu'à l'époque, il y avait des grands panneaux qu'on nous a envoyés pour nous apprendre les règles de la sécurité routière. Il faut continuer à sensibiliser. En l'absence d'accident, et bien évidemment, il faut appliquer les sanctions. Il faut les appliquer. Il faut appliquer les sanctions qui sont quand même assez dissuasives, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement. Et puis c'est quand il y a un accident que d'autres acteurs vont prendre le relais, les professionnels du droit, qui doivent permettre à faire avancer, à contester pour démontrer que soit la législation n'est pas adaptée ou elle est surannée, ainsi de suite. Donc, selon qu'il y a l'accident ou pas, les dispositions vont changer pour faire appliquer le code de la route. Mais surtout, il faut inviter les Ivoiriens à prendre conscience que le code de la route, c'est pour leur propre sécurité. En tout cas, merci beaucoup à M. Paul Anoékou. Le droit routier, qu'est-ce que c'est? Vous avez eu toutes ces informations et surtout comment vous devez vous comporter quand vous êtes sur les routes, que vous soyez piéton ou même automobiliste. Ça a été un plaisir d'avoir été avec vous, M. Paul Anoékou. Alix, nous sommes au terme de cette émission aujourd'hui. Nous allons la terminer et dire merci à vous, chers téléspectateurs. C'est pour vous que nous travaillons et nous sommes encore là pour vous faire plaisir. On se retrouve demain, Alix? Tout à fait. Demain, un autre Nzassa vous attend dans le Code de la famille. Allez, à demain. À demain.